Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que votre journée s'est déroulée à merveille. Donc, ce soir, sur notre panel, nous avons le privilège de recevoir notre frangin gabonais, Alan Abesolo. Je pense que vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller taper Alan Abesolo sur YouTube. Vous allez tomber sur sa chaîne YouTube et vous allez voir tout le travail qu'il a déjà battu depuis plusieurs années. C'est un jeune Gabonais qui s'est lancé dans une aventure qui est celle de raconter l'histoire, non pas seulement du Gabon, mais il raconte de façon générale l'histoire politique de l'Afrique. Donc si vous allez sur YouTube et que vous tapez Alan Abesolo, vous allez tomber sur des contenus d'une extrême rigueur. Et moi, je suis abonné à sa chaîne depuis longtemps. Je regarde ses contenus. Et très récemment, j'étais en train de réfléchir sur l'organisation d'un panel sur mon TikTok, panel lié à l'histoire, notamment l'histoire politique du Gabon. J'ai essayé de démarcher certains frangins que je connais qui sont un peu dans ce domaine. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le panel et je peinais à avoir Alan parce que, enfin, on n'avait pas de personnes interposées avec qui, par qui rentrer en contact. Et c'est la dernière fois lorsqu'on a fait le live sur, je ne sais plus c'était quoi le live qu'on faisait. Et je vous avais dit ici que j'avais besoin d'avoir le contact. Et l'un d'entre vous m'a trouvé le contact d'Alan, c'est Kaniwa. Merci beaucoup à Kaniwa qui a pu nous mettre en contact avec Alan. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Alan Abesolo, qui est un jeune Gabonais qui s'intéresse à l'histoire et qui raconte l'histoire à sa manière, avec ses sensibilités, avec ses outils, mais de façon vraiment assez professionnelle, parce que le travail qu'il fait, c'est un travail qui peut être, voilà, qui est référencé sur YouTube. Quand vous allez vous taper Histoire du Gabon aujourd'hui, vous n'allez pas ne pas tomber sur ces contenus, c'est pas possible. Si vous tapez par exemple, je vais prendre un sujet comme ça, si vous tapez sur la France-Afrique, vous allez forcément tomber sur une vidéo d'Alan, parce qu'il a déjà évoqué ces thématiques-là, et c'est vraiment des sujets sur lesquels je pense que la jeunesse africaine doit vraiment pouvoir s'informer. Et donc, pour moi, ce soir, le fait d'inviter Alan, c'est un privilège, mais aussi un honneur parce que c'est un jeune Gabonais qui est excellent dans son domaine. Et moi, vous savez déjà que chaque fois que je détecte un talent, je vois quelqu'un qui fait un travail, j'ai toujours ce sentiment de gratitude de pouvoir partager avec lui, si je peux, bien sûr. Et ce soir, j'ai donc l'honneur de recevoir Alan sur notre panel. Et donc, Alan, tu es le bienvenu sur notre panel et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation par rapport à ce live. Surtout, merci aussi d'avoir accepté la collaboration parce que je sais que ce n'est pas souvent facile avec les occupations et tout. Mais tu as vraiment voulu prendre de ton temps pour pouvoir venir partager avec nous ce que tu sais sur le Gabon. Et je tiens donc à te remercier pour cela. Et donc, ce soir, j'aimerais déjà vous dire que pour moi, c'est un invité spécial. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est un jeune Gabonais. Et j'en profite aussi pour lui jeter des fleurs parce que je pense que le travail qu'il fait est un travail qui est bénéfique, mais à plusieurs égards. Un travail rigoureux, un travail scientifique, mais surtout un travail d'une extrême richesse. Donc, bonsoir à toi, Alan. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien, merci. Alors, déjà d'entrée de jeu, la première question que j'aimerais te poser, c'est lorsqu'on dit Alan Abesolo, on voit des contenus sur YouTube. Qu'est-ce qui a fait que tu te lances sur YouTube et pourquoi avoir choisi particulièrement le sujet lié à l'histoire politique? En vrai, pour être sérieux et direct avec toi, se lancer sur les réseaux sociaux de manière générale, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé. J'ai vu l'expansion de TikTok, de YouTube. Je suis un consommateur de YouTube depuis que je suis gamin, mais ça m'a pas toujours traversé l'esprit de me lancer sur la création de contenu. Mais il y avait ce truc-là je m'intéressais à l'histoire, je vais y revenir, comment j'ai commencé à m'intéresser. Il y avait ce truc tu as des connaissances, quand tu échanges avec quelqu'un, tu as pas mal d'anecdotes sur l'histoire et tout, tu devrais penser d'ailleurs c'est un ami qui m'avait dit ça comme ça sur Facebook, tu devrais penser à te lancer un jour sur Facebook, sur YouTube pour parler des vidéos YouTube. Tu peux faire, je sais pas, la folle histoire, il raconte des histoires politiques. Tu peux faire la même chose, mais pour le Gabon ou pour l'Afrique. J'y ai pensé à un moment donné. Et après, il y avait aussi le sentiment, il y avait un vide sur certains sujets, sur le Gabon par exemple.
moi j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là avant de lire. C'était d'abord les contenus sur Internet qui m'intéressaient. Par exemple, je voyais, je sais pas si tu connais les chroniques de Monsieur X. En tout cas, c'est Non. pas un ancien agent qui racontait des anecdotes sur l'Afrique, sur le monde. Avec deux vidéos sur YouTube, alors que j'étais sur le Gabon, bien sûr, deux vidéos sur le Gabon. Alors que moi, j'étais un grand fan de ces vidéos. Et quand tu découvres ces vidéos, par exemple, les histoires des gens comme Germain Ba, Joseph Redjambe, tu te dis, moi, quand je me suis lancé sur YouTube, il y avait par exemple aucune vidéo qui effleurait, ne serait-ce qu'effleurer le sujet de Germain Ba. Joseph Njambe, par exemple, il y avait par exemple des vidéos qui en parlaient, mais rapidement. Mais Germain Ba, il y avait quasiment. C'est ce sentiment-là qui m'a fait me dire, ah, mais il faut que quelqu'un emboîte le pas et il faut. Pourquoi pas si il faut que ce soit moi, je vais le faire. La preuve, c'est la deuxième vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Et pour revenir à la question, comment je me D'accord. suis intéressé à ce genre de sujet-là, c'est quand j'arrive en France en 2009, en 2000, 2020, 2019 plutôt, et via le confinement qui arrive juste après, j'ai toujours été un grand fan de documentaires. Et j'envoyais des documentaires à mon frère qui était déjà en France depuis un peu moins de 10 ans. Et je lui ai envoyé des documentaires que, voilà, regarde ça, c'est intéressant et tout. Mais c'était en majorité des documentaires sur du sport ou même sur des trucs qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Et là, il m'a sorti, et tu vas faire ça de tout ton confinement ou... Et de là, il m'envoie un documentaire qui parlait de la politique gabonaise, qui parlait de la politique france-africaine. Et quand je termine de regarder le documentaire, c'est une claque. C'est une claque parce que c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses qu'on apprend de ce documentaire-là et tu as envie de pousser le bouchon plus loin. Et c'est là où je m'intéresse de plus en plus à ces histoires-là et je creuse, je creuse, je creuse. Et ce qui fait que quelques années plus tard, je lance la chaîne YouTube. Et tu fais quoi comme dans ton parcours d'études, tu fais quoi comme études En fait, là, est-ce je que suis c'est des études en sciences humaines? Est-ce que c'est en relation avec ce que tu fais aujourd'hui sur YouTube? Alors là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, actuellement, j'ai deux licences. Un DCG, diplôme en comptabilité gestion, et une licence pro en développement commercial. Et là, je suis en master dans le même domaine. On va passer de plein pied dans nos sujets. Donc, ceux qui sont dans le commentaire qui demandent, nous sommes en train de parler d'histoire politique et aujourd'hui, on va parler principalement de la période avant les indépendances. Alors, Alan, souvent, il y a une question qu'on se pose. Quelle était l'histoire du Gabon, ou plutôt quelle était la situation du Gabon avant les indépendances? C'est-à-dire que la période qui précède l'élection de Léon Mba comme président, la formation. Bon, on n'a pas vraiment une visibilité sur cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut dire, toi qui es spécialiste, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période aujourd'hui? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut partir, est-ce qu'on peut avoir un petit rappel historique de la période avant et la période pendant les indépendances, donc pendant la célébration des indépendances, tout ce qui a suivi comme manifestation du point de vue politique. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme données historiques avant la période la plus connue? Avant la période la plus connue sur les indépendances, ça c'est personnellement, je trouve qu'il y a deux événements majeurs qui influencent réellement la trajectoire du Gabon. Il y a le Gabon, colonie française, avant la Première Guerre mondiale. Là, c'est vraiment, les Gabonais n'ont aucun droit. Il n'y a pas de représentants. C'est vraiment une colonie, quoi. On exploite les gens, il y a le travail forcé. C'est vraiment la misère pour nous en tant que Gabonais. Mais sauf qu'après la guerre, il y a la grande guerre, celle de 14-18. Il va y avoir des contestations un peu partout dans les colonies africaines. Et au Gabon, il va y avoir des mouvements, surtout des mouvements de jeunes, qui vont se révolter contre ce que le colonisateur fait à ce moment-là dans le pays. C'est-à-dire le travail forcé. Et va demander un peu plus de pouvoir parce que ils exploitent notre économie. C'est eux qui profitent de tout. Et là, en 1918, le colonisateur va faire quelque chose. Parce que c'est comme ça à chaque fois, le schéma. C'est un truc que j'ai remarqué, le schéma est toujours le même. C'est que quand le peuple se révolte, on essaie de le calmer avec soit un peu de corruption, soit un peu de gain. Et c'est là que le colonisateur va mettre en place un poste, à partir de 1919-1918, un poste de conseiller, c'est-à-dire un individu qui sera gabonais, qui va représenter les Gabonais à l'Assemblée territoriale, parce que la France a bien entendu plusieurs colonies, et il faut bien entendu que les Gabonais soient représentés. Et c'est à travers ça, à travers ce poste,
qui est juste un poste de conseiller, qui ne dirige absolument rien du tout, qui n'a aucun pouvoir aussi, qu'on va un peu calmer les tensions qu'il y avait déjà. Mais sauf que ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce que c'est une seule personne qu'on nomme. C'est une seule personne qui représente le Gabon. Et sauf que derrière, il y a d'autres personnes qui vont manifester. Et sauf qu'à l'époque de 1918-1930, c'est les forestiers qui contrôlent l'économie du Gabon. C'est pas comme aujourd'hui où ce sont les pétroliers qui dirigent l'économie du Gabon. Ce sont les forestiers qui dirigent l'économie du Gabon. Et d'ailleurs, par la suite, on va voir qu'ils vont avoir un énorme poids sur l'ascension, par exemple, de Léomba. C'est ces derniers-là qui vont commencer à corrompre parce que à toute manifestation, toute rébellion, il y a des gens qui sont devant. Et là, ces gens-là seront, la plupart seront corrompus et certains auront même des exploitations forestières pour eux, justement pour que derrière, ils ne réclament pas tout ce qu'il faut réclamer. C'est comme ça que on va calmer les ardeurs révolutionnaires un peu des Gabonais. Mais sauf qu'il y a un autre événement qui va arriver. Et parmi même, j'oublie même de te donner la précision, j'ai mis quelques notes de côté. Et c'est à cette période-là, quelques années plus tard, que Léomba, qui a un parcours assez différent quand même des autres politiciens gabonais de l'époque, va se démarquer parce qu'il milite énormément pour les droits des Gabonais à partir de 1930. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Quelqu'un on prend Léomba en 1930, en 1931, on prend Léomba, on prend des gens qui le connaissent, on leur montre la vidéo de Léomba en 1960 qui dit tout Gabonais a deux patries. Les gens vont se mettre la main sur la tête. Ils n'auront pas réussi à reconnaître le même Léomba. Parce que, à la base, Léomba, c'est quelqu'un bon, il a toujours été attaché à la culture. Quelqu'un qui est énormément attaché à la culture. C'est quelqu'un qui se bat énormément pour les intérêts des Gabonais. Mais sauf qu'en 1931, à cette période, il va y avoir le problème de la dame qui va être retrouvée complètement démembrée dans un marché. Et Léomba, qui à ce moment-là est un grand maître Bouiti, qui s'aligne énormément avec les maîtres Bouiti, il va être accusé d'avoir été derrière le meurtre de la dame. Mais sauf que, en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Moi, par exemple, quand je fais ma première vidéo sur le coup d'État de 1964, je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire est-ce qu'il a réellement participé à ça, est-ce que c'était réellement un crime rituel ou pas. Mais sauf que ce que je peux dire, c'est que ça répond à un calendrier bien précis parce que quelques temps avant, il y a eu une grosse manifestation dans laquelle Léomba était l'un des leaders. Et quelques temps après, l'affaire arrive. Et moi, je vois ça comme si on a voulu mettre ça sur lui et justement l'éloigner du Gabon parce que la sanction est terrible pour lui. On l'éloigne du Gabon. Il est assigné à résidence en Ubangui-Chari, l'actuelle Centrafrique. Et là, c'est un gros coup dur pour lui et les gens qui le soutiennent. Mais sauf que de l'autre côté, il y a Jean-Hilaire Obam. Jean-Hilaire Obam, à la même époque, c'est un peu l'opposé parce que Jean-Hilaire Obam, c'est vraiment le genre qui a été élevé il est déjà chrétien. Il est chrétien très assidu, il a été formé au séminaire, c'est un parcours complètement différent. C'est le bon élève de la colonisation. Si tu vois, comme j'ai dit, à partir de 1918, on commence à faire évoluer certaines personnes. Justement, Jean-Hilaire Obam, il répond parfaitement à tout ce qui est présenté. Et derrière, il y a la Seconde Guerre mondiale qui arrive et la loi cadre qui va pouvoir faire en sorte qu'on crée des partis politiques. Les territoires sont un peu plus autonomes. Il y a véritablement des élus à l'Assemblée nationale et tout ça. Et les partis politiques sont autorisés. Ce qui change la donne. Sauf qu'en 1944, si je me trompe pas, un an avant, il y a Jean-Hilaire Obam qui revient. Et Léomba, excuse-moi, qui revient. Et sauf que son retour provoque l'effet escompté, quoi. C'est le fils du pays qui est parti depuis longtemps. Il a fait quasiment 10 ans sans voir sa terre. Donc c'est une vraie joie pour ceux qui le soutiennent. Mais sauf que, en vrai, sur le terrain, c'est autre chose. Jean-Hilaire Obam a de l'avance considérable. Il est devant et les premières élections le montrent. En 1951, il gagne les premières élections. Et d'ailleurs, il a son parti, l'UDSG. Et dis-toi, Léomba, au début, selon Nan Métégué, il a milité dans l'UDSG. Léomba, qui est le rival historique de Jean-Hilaire Obam, il a été dans l'UDSG. Derrière, justement, et il s'était aligné derrière Jean-Hilaire Obam.
Sauf que il s'est rendu compte que il ne se voit pas être derrière un personnage aussi charismatique toute sa carrière. Parce que, mine de rien, Léon Mba, c'est un peu le personnage du style Pierre Mambundu. Pierre Mambundu, il a son parti, c'est le chef, tout le monde le suit. C'était un peu ça, Léon Mba. Et s'aligner pendant longtemps avec Jean-Hilaire Obama, pour lui, c'était pas faisable. Et cette partie-là, elle est souvent cachée. Que Léon Mba a milité un peu aux côtés de Jean-Hilaire Obama. Mais sauf que derrière, il y a des élections qui se passent et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. C'est Jean-Hilaire qui gagne, c'est Jean-Hilaire qui gagne, c'est Jean-Hilaire qui gagne. Sauf que les élections territoriales qui vont permettre... Parce que là, c'est le système parlementaire. Tu sais, il y a des députés qui sont élus, des gens qui vont siéger. Et c'est celui qui aura la majorité, c'est le parti qui aura la majorité, qui va permettre à ces élus-là de choisir le chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement va arriver à l'indépendance avec le poste de chef du gouvernement et premier ministre. À cette élection-là, il faut atteindre la majorité absolue pour justement avoir des facilités pour être premier ministre. Sauf que il y a 41 sièges, il faut avoir 21. Du coup. Sauf que Jean-Hilaire arrive premier avec 18. Léon Mba le suit avec quelques voix de différence. Mais sauf que il y a un peu de négligence du côté de Jean-Hilaire Obama. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a ce laisser-aller là il a toujours gagné. D'ailleurs, j'avais déjà fait le parallèle une fois avec l'histoire de la Guinée équatoriale. Jean-Hilaire Obama pense qu'il a déjà tout gagné. Sauf que Léon Mba se dit, avec le soutien des forestiers, il faut le préciser, il se dit, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il va aller convaincre les représentants de l'Angounié, de la Nyanga et du Moyen-Ogoué qui vont lui permettre d'atteindre les 21 voix. Sachant que, au niveau du Moyen-Ogoué, si je ne me trompe pas, les populations avaient élu quelqu'un pour que ce dernier vote contre Léon Mba. Mais l'élu qui va être voté, Léon Mba va réussir à faire en sorte qu'il se retourne contre l'UDSG, mais que derrière, il parte justement au niveau du BDG de Léon Mba. Et ça, justement, c'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout. Parce que il faut avoir les moyens de le faire. Et sans les forestiers, Léon Mba ne pouvait pas se permettre. Certes, il y a eu des promesses sur certains qui auraient eu des postes ministériels, mais la vérité, c'est que Léon Mba et les forestiers ont pesé de tout leur poids pour permettre à Léon Mba d'arriver avec le statut que personne ne le voyait arriver à la tête du Gabon. Et c'est comme ça que il arrive en tant que Premier ministre. Et même derrière, Jean-Hilaire Obama, pour le référendum, j'en reviendrai, pour les élections présidentielles, il s'aligne directement même derrière Léon Mba. Il décide de faire pour l'indépendance un gouvernement d'union nationale. Et pour moi, le schéma inverse n'aurait pas été possible, c'est-à-dire de voir Léon Mba derrière Jean-Hilaire Obama. Ça, par contre, ça n'aurait jamais pu être possible. Du moins, ça n'engage que moi. Au vu de comment je vois l'histoire, au vu de comment je vois les agissements des uns et des autres, pour moi, ça n'aurait jamais pu être possible. Donc voilà comment on arrive à l'indépendance avec Léon Mba, justement, qui est Premier ministre, pas président, et qui derrière va enchaîner sur la présidence de la République un an plus tard.